Bon, les bienvenus pour cette nouvelle réunion du groupe IoT sur des discussions sur l'architecture IoT. Donc, bon, a priori, c'est quand même un sujet qui intéresse pas mal de personnes, vu que là, on est combien? On est une bonne douzaine, 12, 13. Donc c'est bien, même si on a fait ça entre midi et deux. Et donc, j'espère que vous n'avez pas trop faim. Est-ce que vous voyez bien mon écran, en fait? J'ai pas... Oui, c'est bon. Ouais, Oui, c'est bon. très bien. Donc, qu'est-ce que je vous propose pour le sommaire de cet échange? Donc, on va commencer par une présentation rapide des intervenants. Ensuite, bon, je vous ferai une petite vision un peu macro de l'architecture IoT, un petit peu ma vision à moi de l'architecture IoT. Donc, je ne dis pas que c'est le truc le plus global, mais c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre que c'est la façon d'aborder l'architecture IoT dans sa globalité le plus souvent. Et suite à ça, nous aurons deux intervenants. Donc, bon, je vais les présenter de suite. Donc, c'est Baptiste et Clément donc Baptiste qui est à Vanzini, qui est consultant Rhapsody Conseil, et puis Clément Rucher qui est directeur de l'IoT Fab de la SNCF. Donc, on est très content de vous avoir tous les deux ici parmi nous. Et donc, ils vont faire une présentation sur un projet qu'ils ont eu pour la SNCF et puis toute l'architecture qui a été faite au niveau du cloud pour organiser toutes les données et tout ça. Et donc, c'est des personnes qui sont beaucoup plus compétentes que moi pour présenter ça. Et donc, je leur laisserai la main très volontiers. Et voilà, et donc il y a toujours Franck et moi-même là pour coordonner ce joli groupe. Et puis il y a Pierre-Antoine qui veille également. Donc, vous avez peut-être pu voir le petit teasing, donc je vais le reprendre ici. Donc, on se disait lors de nos derniers échanges que l'IoT, c'est un regroupement de savoir-faire dans de très nombreux domaines. Voilà, donc, c'est aussi pour ça que c'est super intéressant. Et puis, pour bien faire fonctionner tous ces domaines, un travail d'architecture en amont et durant tout le projet IoT est vraiment primordial et c'est vraiment la raison pour laquelle on fait ce sujet qui, a priori, avait également suscité votre intérêt quand on avait fait le sondage en ouverture de ce groupe-là. Donc, comment on va présenter l'architecture IoT, donc en introduction. Donc, je n'ai pas vraiment trouvé de normes particulières qui définissent les différentes couches de l'IoT, comme on peut le connaître dans certaines spécifications de protocoles de communication, je pense à TCP, IP par exemple. Mais cependant, on peut dire que l'ensemble des acteurs trouve globalement une définition de projet d'architecture assez proche, qui est composée, on va dire, de trois grosses parties, qui est décomposée en 7 couches. Ou après, on peut retrouver des couches en plus, en moins, suivant les cas, mais c'est à peu près ce qu'on retrouve dans le plus gros des cas. Et donc, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans ces différentes couches. Donc, il y a tout d'abord, sur la partie basse, on va dire tous les objets, le fonctionnement local. Donc, en gros, c'est les produits à proprement parler. Donc, c'est ce qu'on peut toucher avec ses mains la plupart du temps, qui intègrent de l'électronique, des capteurs, plein de choses, et qui peuvent être montés dans les pièces mécaniques, comme de la plasturgie, par exemple, ou des boîtiers en métal, ou autre. Comme je vous dis, je reste quand même bien global. Et voilà, donc on peut se poser ici à ce niveau-là, donc toutes les questions de la connectivité locale, donc comment les produits communiquent les uns avec les autres, et puis comment sont traitées les données localement avant d'être envoyées sur le cloud. Donc là, on parle dans la couche basse de tout ce qui se passe finalement sur la partie locale sans être envoyé pour l'instant sur le cloud. Après, il y a la couche intermédiaire qui est le lien finalement entre les objets et le cloud. Donc, c'est comment ces objets communiquent vers le cloud, donc c'est la connectivité distante, et puis la récupération et l'enregistrement de ces données sur le cloud. Donc, comment le cloud est prévu pour commencer à enregistrer ces données, et puis c'est un petit peu la première partie, je pense, que va présenter Baptiste, ou une des parties que va présenter Baptiste. Et puis tout en haut, on retrouve l'exploitation des données. Donc, il y a notre tête qui me cache un peu mon texte. Donc, c'est voilà, quelle est l'application qui est faite de ces données, comment on les traite et quelle est la valeur ajoutée que l'on apporte à sa propre entreprise, à notre entreprise cliente ou bien finalement peut-être à l'utilisateur final via peut-être une application smartphone ou une application web où il y a plein d'idées.
Donc, après, je vous propose, on va rentrer un peu plus dans les détails de ces différentes couches. Ça, c'était une petite introduction. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me couper. Hein. C'est un petit échange c'est un échange qu'on fait entre nous. Hein. Ce n'est pas juste des présentations monodirectionnelles. Donc, si on regarde un peu la couche basse, on va dire c'est la couche que regarde souvent qui est prise comme point de départ par les entreprises plus industrielles qui fabriquent déjà des produits. Et donc, leur idée en général, c'est de se dire, on a des produits maintenant qui marchent très bien, nos clients sont très contents, mais comment on peut apporter une nouvelle plus-value à nos produits en apportant de la connectivité. Donc, voilà, dans ce cas-là, on peut connecter des produits à une passerelle ou bien intégrer directement la connectivité dans le produit en ajoutant un module, par exemple. Donc, une des questions qu'il faut se poser, c'est un peu dans quel environnement on va communiquer le produit. Est-ce que c'est un ensemble de capteurs ou d'actionneurs dans une usine qui doivent un peu communiquer entre eux, ou bien chaque produit doit communiquer directement avec un cloud ou bien via un agrégateur. Donc, est-ce que on peut imaginer qu'on mette des produits connectés dans des camions, donc là, il vaut mieux que chaque camion communique directement vers le cloud. Par contre, si on est dans une usine et qu'il y a déjà plein d'objets connectés, on peut avoir éventuellement ce qu'on peut appeler une passerelle qui agrège toutes ces données-là avant d'envoyer tout ça vers un cloud. Et puis après, on peut aussi se poser la question si un traitement local des données est nécessaire. Parce qu'on peut soit envoyer toutes les données vers le cloud, et donc c'est nos ingénieurs big data qui vont être très contents parce qu'ils auront plein de données, mais après on va commencer à faire exploser la facture en envoyant toutes les données que l'on reçoit. Et puis donc Orange ou Bouygues Telecom va être très content, Amazon ou Azure, ou Microsoft Azure va être aussi très content parce qu'ils vont avoir loué beaucoup de place pour nous. Mais peut-être c'est pas nécessaire et peut-être qu'un traitement local peut être intéressant aussi pour envoyer que les informations intéressantes sur le cloud. Et puis voilà, s'il n'y a pas de traitement local, il n'y a peut-être pas de fonctionnement non plus en cas de coupure de réseau. Donc bon, si on prend un exemple de domotique, c'est un interrupteur connecté, une ampoule connectée, et puis si ça doit toujours passer par le cloud pour allumer l'ampoule, si j'en ai mis un appui sur l'interrupteur, peut-être que le client ne sera peut-être pas content d'avoir une coupure Internet et de ne pas pouvoir allumer la lumière chez lui. Donc voilà, donc il y a plein de questions qu'on peut se poser hein, en faisant de l'architecture IoT. Pardon? Ça vaut pour le chauffage aussi. Ça vaut pour le chauffage aussi. Pour oui. tout, oui. Après, on est encore plus impatient pour l'interrupteur parce que s'il y a même une seconde de latence pour allumer la lumière, on n'a pas l'habitude de ça avec nos anciennes technologies de clic-clac. Pour la partie intermédiaire, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, il y a deux grands axes pour connecter des objets. Ou bien on le fait un peu via un réseau cellulaire, donc on peut dire du 2G, 3G, 4G, ou des choses plus spécifiques à l'IoT qui sont le LPWAN, NB-IoT, LTE-M, ou dans quelques temps la 5G qui arrive. Donc là, il faut faire attention finalement avec la couverture réseau, le prix des abonnements, la quantité de données qu'on échange. Et puis, si on utilise une connexion fixe, est-ce qu'elle est toujours disponible, cette connexion fixe? Et puis avoir des pare-feux et puis des problématiques où justement il y a nos DSI qui nous disent bon, j'ai pas envie de connecter ça parce qu'ensuite ça va foutre le bordel dans tout mon système informatique. Et puis J'ai une voilà. question. Est-ce Oui. qu'on parle de la sécurité, là, du coup, à un moment ou à un autre? Je sais plus. C'est vrai que je l'ai pas forcément mis en avant. C'est que bon, c'était un gros sujet qui a été abordé lors du dernier point, donc j'ai pas trop abordé ici, mais c'est vrai que c'est un point primordial. Et puis, donc si on utilise une connexion fixe existante, le problème de sécurité peut être plus important. Oui, voilà, puisqu'on Ouais, parle d'échange, en fait, entre différentes ouais. couches, etc. Entre chaque couche, en fait, on doit faire attention à ce qu'il n'y ait pas de dispersion ou que les informations ne s'échappent pas ou que ce ne soit pas des points d'entrée pour récupérer de l'info non plus, quoi. Mm. Voilà. Ah, Genre très un bonne capteur ouais. en usine, n'importe qui peut se connecter sur le capteur potentiellement et rentrer dans le réseau, j'en sais rien. Enfin, voilà, c'est une idée. Ouais. Bah, très bonne remarque, Stéphanie. Ouais, c'est ça que je n'avais pas forcément abordé ici, mais en effet, il faut bien le prendre en compte. Mm.
Ouais, et juste un complément, quand tu parles des axes pour connecter les objets, tu parlais juste avant de où doit se situer aussi un traitement. C'est bien évidemment le choix de l'accès au réseau qui permettra aussi d'orienter sur est-ce qu'on doit effectuer un pré-traitement sur l'objet avant d'envoyer la donnée, parce que le réseau ne permet peut-être pas d'envoyer un grand volume de données et donc peut nécessiter un pré-traitement. Mm. Donc, quelque part, c'est aussi la disponibilité de l'accès du réseau qui conditionne qu'est-ce qu'on va devoir traiter sur l'objet ou sur la passerelle. C'est bien ça. D'où l'importance finalement de regarder toutes les couches un petit peu d'un seul coup, parce qu'après, c'est une solution globale qu'il faudra trouver. Voilà, c'est bien de l'architecture. C'est ça. Merci pour vos remarques. Voilà, et donc, qu'est-ce que j'ai encore mis? Récupération des données. Donc, voilà, donc ça, c'est plutôt du côté du cloud. Donc, comment on va s'interfacer avec les différents produits qu'on va connecter, comment on va identifier que ces données viennent de ce produit-là. Bon, la plupart, ils ont des identifiants, etc. Mais c'est tout ça qu'il faut penser. Puis après, comment on va commencer à organiser ces données sur le cloud avant de pouvoir, de pouvoir les traiter dans la couche supérieure. Donc, bon, après, Baptiste en parlera beaucoup mieux que moi. Puis après, il y a toute la partie application. Donc, finalement, c'est notre point d'entrée de l'IoT. Donc, ça, parfois, c'est des fournisseurs de services qui existaient déjà dans le domaine, dans l'informatique, et puis qui ont envie d'avoir un peu plus de contact terrain sans forcément avoir une interface grâce aux objets connectés. Donc, bon, je pense que l'exemple de la SNCF, c'est un très bon cas. Donc, je pense que dans l'ancien monde, entre guillemets, ou dans le monde actuel, il y a quand même beaucoup de remontées de terrain qui sont faites par des hommes, et donc ça peut apporter une certaine latence. Et puis maintenant, avec des capteurs connectés, on peut récupérer directement et puis en temps réel de toutes ces données-là. Et donc voilà, donc ça, on apporte un service supplémentaire en connectant, en ajoutant des produits sur le terrain. Et puis finalement, dans cette troisième grosse couche, il y a trois grands métiers. Donc on va dire il y a toute la partie back-office qui est là pour architecturer, organiser les données, intégrer les algorithmes de traitement. Il y a la partie plus front-office qui est finalement ce qu'on va avoir l'utilisateur, ce que va avoir le client, ce que va avoir le collaborateur pour pouvoir s'interfacer avec ce back-office parce que tout le monde ne maîtrise pas les requêtes SQL ou d'autres requêtes. Et puis après, il y a nos chers data analystes qui vont faire de jolis algorithmes pour traiter ces données et puis apporter finalement de la plus-value avec toutes les données qui sont remontées par ces capteurs-là. Et je vais finir en faisant juste un petit exemple un petit peu d'un des projets que j'ai suivi au sein de mon entreprise, où finalement j'ai eu la chance finalement de toucher un petit peu à toutes les couches. Et puis en prenant comme exemple les produits, on peut voir un petit peu comment que chaque couche est finalement un petit peu perméable aussi et que voilà, que c'est pas non plus une organisation qui est toute carrée. Et voilà. Donc, bon, initialement, on a développé une gamme de thermostats et puis de têtes pour réguler la température chez soi. Et donc, de ce fait, on avait déjà plein de produits directement dans la maison avec une petite passerelle donc, c'est des produits qui communiquaient entre eux en local et c'était des produits physiques. Et la passerelle qui, en plus de participer à la connectivité locale, faisait également le traitement des données, en une première couche de traitement des données, et puis faisait également la partie connectivité cloud. Donc ici, on voit que par exemple, cette petite gateway partageait déjà des données sur 3 couches différentes, ou voire même 4 couches. La connectivité cloud pouvait se faire via le routeur du client ou bien via une passerelle 4G qui était fournie. Et puis ensuite, toute la partie connectivité et récupération des données se font via un serveur Amazon. Et ensuite, toute la partie de traitement de données se fait également via ce cloud Amazon. Donc ici, on pense par exemple à des réseaux neuronaux, des suivis de régulation pour optimiser les régulations, mais également toute la partie application, c'est-à-dire la partie end-user qui se faisait via un PC ou via un smartphone. Voilà pour cet exemple. Et puis, s'il n'y a pas de questions particulières ou pas d'autres remarques,
je laisse la main à Baptiste, qui a normalement les droits pour partager également son écran. Merci Bertrand. Tac. Hop, j'essaie de partager. Tac. Hop. Je ne sais pas quel écran ça a mis. Mais je pense que Est-ce que c'est le c'est le bon. bon écran avec l'écran complet? Tout à fait. Vous êtes sur la slide introductive, c'est bon? Oui, Ouais, c'est bon, Baptiste. c'est tout bon. Vous me dites si jamais il y a un souci. Effectivement, du coup, merci. Donc aujourd'hui, Rex Mission concernant la plateforme IIoT qui était mise en place côté IT Novem. Donc c'est une mission pour laquelle du coup j'avais le rôle de product owner en fait de cette plateforme. Et comme vous l'avez vu en introduction et dans le petit tour de table, donc on a le plaisir d'avoir Clément Riochet qui est là également, qui est le directeur de l'IoT Factory chez IT Novem, et du coup qui va partager avec moi ce retour d'expérience. Bonjour à tous. Au niveau de l'agenda, je vous propose cet agenda, l'agenda suivant. Donc une petite introduction qui sera prise notamment par Clément pour présenter également les activités qui ont été menées, présenter également le contexte de la mission avec un peu plus de précision. Derrière, on rentrera dans le vif du sujet vis-à-vis de la plateforme IIoT. Pourquoi cette plateforme-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Dans quel paradigme elle suit? Pourquoi elle a été construite? Pour répondre à quels enjeux? Derrière, on parlera d'un troisième chantier qui est également toute la refonte des processus pour accompagner justement ce nouveau produit. Puisque mettre une plateforme en place, une nouvelle plateforme en place, c'est très bien. Mais si on n'adapte pas la gouvernance et les process au niveau de l'entreprise pour suivre en fait ces nouvelles directives vis-à-vis de cette plateforme, eh ben on ne profite pas au maximum en fait de ce qu'elle est capable de nous donner. Donc on a eu un gros chantier sur cette partie refonte du delivery. En quatrième partie, petite prise de parole sur les différents projets aujourd'hui en production, quels usages en fait sont couverts par cette plateforme, qu'est-ce que ça représente. Et puis derrière, un petit créneau prévu pour un libre-échange si vous avez des questions sur ce que vous avez été présenté ou souhaitez approfondir certains points. Donc, si vous avez besoin pendant la présentation de poser une question, n'hésitez pas en live. Sinon, on prendra un petit temps en fin de présentation. Bon pour vous? C'est parti. Ok. Du coup, merci Bertrand, merci Baptiste pour cette présentation. Donc, comme l'ont indiqué Bertrand et Baptiste, je suis responsable d'une activité chez IT Novem, qui est l'activité IoT. IT Novem, en quelques mots, on est une filiale à 100% du groupe SNCF et on accompagne l'ensemble des entités du groupe, un groupe qui est quand même assez large, sur leur transformation numérique. Et notamment, on intervient un peu sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la donnée, donc de l'IoT sur la partie captation, traitement de la donnée, toute la partie IA et big data. Donc, si je reprends la partie couche, on est sur la partie application. On a aussi une équipe de développeurs qui sont en mesure de développer des applications métiers. Donc, grâce à l'ensemble de ces compétences et de ces technologies, on arrive vraiment à couvrir finalement toute l'architecture d'une solution IoT. Chez IT Novem, on est 220 collaborateurs. Pour ce qui concerne vraiment la partie IoT, on est une trentaine de collaborateurs qui intervenons du coup à 100% de notre temps sur des sujets IoT depuis maintenant une petite dizaine d'années. On rassemble vraiment un ensemble d'expertise sur le volet IoT. Si tu veux passer, Baptiste. Oui. Alors, pour donner un peu effectivement de contexte à la mission de Baptiste, si on remonte un peu l'historique, en 2016, la SNCF et la direction du digital ont souhaité mener un programme ambitieux autour de la refonte des socles du numérique à la SNCF, qui s'accompagnait d'une grande stratégie autour du cloud et du déploiement d'applications dans le cloud. Et dans cette stratégie, il y avait une vraie volonté de mettre en place un ensemble de plateformes centralisées, dont une plateforme IoT, qui avait du coup pour objectif de pouvoir traiter
l'ensemble des cas d'usage IoT du groupe SNCF. Donc, on était vraiment dans une volonté en 2016 d'avoir une plateforme unique qui puisse accueillir tous les cas d'usage et donc il y a une sorte d'architecture IoT un peu unique pour traiter les cas d'usage de la SNCF. Et à l'époque, les grands cabinets Gartner et autres envisageaient des déploiements massifs d'usage de la IoT avec une grande explosion. Et côté SNCF, on envisageait de déployer 100 000 capteurs très rapidement sur cette plateforme. À l'époque, en 2016, il y avait très peu de retours d'expérience sur ce que c'était une plateforme IoT et en fait d'acteurs qui étaient positionnés sur le marché. Donc assez rapidement, on a fait le choix à la SNCF et chez Innovem de déployer et de développer complètement notre plateforme IoT. Donc, on a été une équipe assez conséquente de développeurs dans laquelle on a développé cette plateforme IoT qui s'appelle Cockpit. Donc, l'eau a coulé sous les ponts entre 2016 et 2019. 2019 a été un peu le moment où on a souhaité prendre un peu de recul sur finalement comment se déploie l'IoT au sein d'un groupe comme la SNCF et est-ce que les choix qui avaient été faits en 2016 étaient bien les bons. Et finalement, on a retiré, on a fait plusieurs retours d'expérience par rapport à ça. Le premier qui était sur justement cette promesse d'une architecture IoT unique, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il n'existait pas d'architecture IoT unique. L'architecture IoT doit être construite et réfléchie en fonction du cas d'usage et en fonction du contexte. Donc finalement, d'avoir une plateforme qui avait pour objectif de traiter l'ensemble des cas d'usage, ça n'a pas vraiment fonctionné. La conséquence de ça, c'est qu'on a essayé quand même de faire entrer si je peux me permettre l'expression, le pied dans la chaussure et de forcer un peu, ce qui a rendu finalement une plateforme qui a été complexe, qui est devenue complexe à maintenir parce qu'il y avait plein de petits bouts de code un peu dans tous les sens. On a essayé de multiplier les connectivités et tout ça s'accompagnait en fait des coûts et des durées importantes de développement. Donc on avait plutôt finalement raté un peu l'objectif de répondre via notre plateforme au cas d'usage SNCF et on a dû se remettre en question et se reposer la question du bon choix technologique. Et du coup, c'est bien en juin 2019 sur lequel on a remené une étude de marché parce qu'entre 2016 et 2019, il y a beaucoup de choses qui ont pas mal évolué et finalement en 2019, il existe sur le marché des acteurs qui proposent des solutions et des architectures IoT de bout en bout. Le marché a vraiment gagné en maturité en 3 années et on a des acteurs comme les grands clouders que sont Amazon, Google ou Microsoft qui ont également pas mal avancé sur des solutions cloud qui permettent de construire des plateformes IoT. Finalement, nous, notre choix, il s'est plutôt porté sur un peu entre les deux, entre l'application qui est toute faite et le tout redéveloppé. On est plutôt parti sur s'appuyer sur des services déjà existants chez les clouders en vue d'assembler l'ensemble de ces services pour créer une nouvelle plateforme, mais qui reste finalement suffisamment agile et qui nous permette d'avoir suffisamment de flexibilité pour répondre à des cas d'usage qui sont quand même assez différents. C'est pour ça qu'en septembre 2019, on a lancé finalement les démarrages des travaux pour construire cette nouvelle plateforme IoT qui s'appuie sur les services PaaS de Microsoft Azure. Et c'est dans ce contexte que Baptiste nous a rejoint en tant que PO de la plateforme. Super. Justement, la mission, petite fiche en fait, un peu signalétique sur cette mission-là. Du coup, c'est une mission qui s'est déroulée de janvier 2020, comme vient de l'expliquer Clément, jusqu'en mai 2021. Du coup, j'avais le rôle de product owner sur cette plateforme. Je travaillais du coup avec l'ensemble de la core team, l'ensemble des 30 personnes dont parlait Clément tout à l'heure, qui sont dédiées à la partie IoT. Donc, cette core team est composée d'un peu tous les profils. En fait, donc on a Clément, directeur qui est dans cette core team-là. On a tout un ensemble de directeurs de mission et de chefs de projet pour aller prospecter sur les cas d'usage, pour nous aider à faire évoluer, à garder le discours avec le client et les chefs de projet pour mener les différents projets IoT au niveau de cette plateforme-là. Et derrière, toutes les équipes de réalisation, donc que ce soit d'architecture, de développeurs, les équipes d'ops, mais aussi les experts IoT qui, dans la chaîne en fait, des projets, vont également permettre de donner des informations sur les différents objets, les différents produits, quelle typologie de réseau choisir, on en parlait tout à l'heure,
Voilà, donc il y a vraiment toute une équipe qui permet d'adresser de bout en bout en fait toutes les problématiques IoT. Et derrière, on a les autres fabs, notamment la fab Big Data, qui prennent le relais vis-à-vis des données qu'on peut remonter. Donc sur cette mission-là, en termes de principale réalisation, donc on retrouve déjà toutes les actions classiques de Product Owner, donc tout ce qui va être conception et pilotage de la réalisation de la plateforme, tout ce qui est aussi le kit de promotion et de communication autour du produit, que ce soit pour aller chercher des activités de prospection, pour aller simplement faire de la présentation en fait des sujets. Derrière, j'avais également des activités au niveau du cadrage en fait des projets à destination de cette nouvelle plateforme. Effectivement, on est sur quelque chose qui change par rapport aux produits existants et donc on ne peut pas rentrer de la même façon les projets qu'on le faisait dans la précédente plateforme. Donc là, j'étais aussi pas mal présent avec les directeurs de mission et chefs de projet pour bien cadrer les sujets et être sûr que ça rentre bien dans le cadre d'IoT et que ça se passe le mieux derrière. Il y a le chantier de la partie refonte des process de delivery dont je parlais tout à l'heure. On a remis à plat vraiment tous les process autour de la plateforme, que ça aille de l'avant-vente jusqu'à la réalisation des projets. Comment mieux assurer son avant-vente pour mieux spécifier, pour ensuite mieux réaliser. Derrière, qui dit nouvelle plateforme dit aussi un existant. Donc, il y a toute une partie aussi d'un chantier pour viser à faire migrer en fait, les projets qui sont actuellement en production sur la plateforme vers cette nouvelle plateforme IoT. Donc, des choses qui sont plutôt de la préparation. Et j'avais également pris, en tant que chef de projet, un premier projet avec SNCF Réseau sur l'IoT pour l'intégrer justement au niveau de la plateforme. Voilà, j'avais aussi pris cette fonction-là. Derrière, du coup, deux, trois mots en fait sur la partie équipe. Donc, on était en méthodologie agile selon framework Scrum. Donc, on avait le Scrum Master qui était là et l'équipe associée. Donc, une équipe pluridisciplinaire de 10 personnes. Et juste pour l'information, on avait mis en place des sprints différenciés. On avait commencé par 2 semaines, puis 3 semaines pour s'adapter en fait aux réalisations qu'on avait à faire. Puis on est repassé sur des sprints de 2 semaines derrière. C'est plus un détail, mais c'était pour une information là-dessus. Du coup, si on regarde le produit, le fameux produit IIoT un peu plus dans le détail. Tout d'abord, petit rappel basique sur la chaîne de valeur IoT. On en a parlé déjà tout à l'heure, donc je vais aller très très vite. Les objets, tout ce qui va être télécom, la plateforme IoT, c'est vraiment là-dessus où on va se concentrer. Et derrière, on a tout un ensemble d'applications pour consommer les données de cet IoT-là. Du coup, si on reprend le produit IIoT, comment en fait il se place dans cette chaîne de valeur? Ce qu'il faut garder en tête, donc là on a mis trois principales fonctionnalités au niveau de la plateforme, donc tout ce qui est hub de données, tout ce qui est supervision, management des IoT, et derrière tout ce qui va être le descendant en fait. Donc, cette plateforme-là, elle fait tout ce qui est montant vers l'objet, traitement de la donnée, exposition de cette donnée-là vers tout un tas d'applicatifs, de data lake, etc. Mais elle gère aussi tout le retour de la plateforme vers les objets, que ce soit mise à jour en fait de ces objets en termes de firmware par exemple, que ce soit de la reconfiguration à distance, mais aussi une brique assez importante qui a été mise en place dans le cadre de cette plateforme qu'on ne voyait pas en fait réellement sur le marché. C'est toute une brique en fait de provisioning des objets sur les back-ends d'opérateurs directement depuis la plateforme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un cas classique, quand on référence des produits IoT, on va les enregistrer et sur le back-end de l'opérateur, puis dans notre plateforme IoT. Si on veut changer des choses, modifier un objet, décommissionner un objet qui tombe en panne, etc., on va devoir faire les manipulations sur l'ensemble des plateformes. Là, l'idée qui a été mise en place et ce qui a été réalisé, c'est qu'en fait, le point d'entrée, c'est IIoT pour le management des objets. Et plus sa composante côté opérateur. Donc, toutes les actions de provisioning, déprovisioning, changement de capteur, etc. se font au niveau de la plateforme et c'est elle en fait qui va gérer toutes les adhérences, toutes les connexions avec les différents back-ends des opérateurs. Donc ça, c'était quand même quelque chose de pas mal et ça permet en fait de garder une certaine maîtrise et de pas forcément, de s'affranchir d'erreurs qui pourraient arriver dans ces différents back-ends. Donc, tout est centralisé au niveau de la plateforme. Cette plateforme-là, du coup, en termes de briques principales qu'on vient de voir, donc on a bien sûr tout cet interfaçage pour ingérer la donnée, qu'elle provienne en fait de réseaux X ou Y, peu importe la technologie. L'idée, c'est vraiment d'être agnostique en fait de la technologie télécom, mais également qui peut être issue de différentes plateformes.
On parlait tout à l'heure de domotique, on va avoir potentiellement des objets chez Legrand, etc., qui ont leur propre en fait, plateforme IoT chez eux, leurs propres données qui sont exposées, que nous, on viendra consommer derrière. Donc, on est capable de s'intégrer également avec ces plateformes-là. Donc, on a derrière tout un système d'API, j'en reparlerai quand on reparlera un petit peu d'architecture. Donc, toute cette brique d'ingestion de données, derrière une brique centrale de management des objets et gestion des référentiels, hein, donc dans les deux sens, hein, comme je disais tout à l'heure, tout un ensemble de traitements aussi intégrés à la plateforme qui nous permet, suivant les cas d'usage, de pouvoir faire du traitement directement au niveau de la plateforme si on veut un certain nombre de réactivités, si on veut nettoyer certaines données, les agréger pour en ressortir une information sur la donnée chaude, entre guillemets, mais aussi tout un ensemble d'interfaces qui nous permet en fait, de mettre à disposition ces données-là avec un flux API, mais aussi un flux temps réel, pareil, j'en parlerai tout à l'heure, pour les différentes applications extérieures en fait, à la plateforme qui puissent derrière faire des actions d'agrégation plus larges, de big data, etc. Donc, on couvre vraiment toutes ces couches. Oui, c'est une question. Non, c'est Clément, juste pour être sûr que tout le monde suit bien. Sur les différentes couches qui ont été présentées par Bertrand, notre plateforme IoT, elle se situe vraiment sur la couche récupération de la donnée, donc l'interfaçage avec des réseaux, et la partie traitement. Et finalement, la dernière couche qui est la couche application, c'est ce que nous, on a mis dans consommation. C'est là où on va avoir ces applications qui vont aller consommer la donnée. Donc, ce que nous, on appelle plateforme IoT, c'est voilà, ça regroupe vraiment cette couche de récupération de la donnée et traitement. Justement, sur cette plateforme IoT, l'approche en fait qu'on a prise et ce qu'on voulait avoir au niveau de cette plateforme, c'est tout d'abord, avant tout et en premier lieu, fournir en fait un socle transverse à tous les cas d'usage IoT qui pourraient demain arriver sur la plateforme. L'idée, c'était pas de se dire on sait en premier lieu attaquer tous les cas d'usage qui existent sur la partie IoT, parce que ça, du coup, c'est pas réaliste, surtout dans une entreprise comme la SNCF avec une multitude de cas d'usage bien spécifiques à chaque fois vis-à-vis de l'IoT. L'idée, c'était plutôt de travailler en fait sur un socle technologique transverse qui est capable d'adresser les briques centrales d'une plateforme IoT qu'on retrouve ici, donc la collecte, le traitement, le stockage, l'exposition, mais aussi l'administration des IoT et la sécurisation de ces IoT, par rapport à ce que disait Stéphanie tout à l'heure, cette partie sécurité au niveau de la plateforme. Et derrière, basé sur tous ces accélérateurs, d'être capable derrière, sur chacun des cas d'usage, de pouvoir l'intégrer comme une verticale rapidement au niveau de la plateforme. C'est être capable, basé sur ce socle en fait transverse, être capable derrière d'implémenter n'importe quel spécifique par-dessus. Et vraiment de se dire, la plateforme répond à tous les cas d'usage classiques de l'IoT. Et derrière, on est capable dans un projet, du coup, de se concentrer uniquement sur le spécifique, puisque tout le reste en fait est déjà intégré au niveau du socle. C'est vraiment cette idée-là dans plusieurs buts. La première chose, c'est justement d'améliorer le time to market, c'est de se dire on capitalise sur les réalisations, on a un socle robuste qui est capable de gérer tout type d'objet et tout type de configuration pour être capable derrière de pouvoir délivrer rapidement les projets. On permet aussi du coup de se concentrer sur la personnalisation de chacun des projets et du coup de pouvoir aller loin sur cette partie-là par rapport aux compétences qu'on a dans les équipes. Ça nous permet aussi, dans ce socle-là, de pouvoir rationaliser derrière les développements, toujours dans l'idée de pouvoir réutiliser les choses et aussi d'aller plus vite dans le delivery en fait, de nos projets pour la SNCF. Et dans le même temps, quand on dit rationalisation, c'est aussi de pouvoir à chaque fois réduire en fait les coûts de build des projets, parce qu'encore une fois, on réutilise un socle transverse et on ne recrée pas du full spécifique à chaque fois. Donc on a vraiment cette notion de brique horizontale, socle IoT transverse, et derrière, on viendra y poser des verticaux qui correspondent en fait aux fonctionnalités d'un cas d'usage ou d'une typologie de cas d'usage à proprement parler. J'avais une question, Baptiste. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur la partie collecte, stockage, gestion des données, gestion d'objets, administration, etc. pour la partie socle. Et la partie traitement, je me demande si la partie traitement ne peut pas un peu différer parfois, si c'est pour la gare, le train, l'usine, ou bien il y a des traitements de base et puis après il y a d'autres traitements dans les différentes parties verticales. Alors, cette brique-là, traitement, elle est vraiment se dire qu'au niveau de la plateforme,
on est également capable déjà de répondre, je dirais, à des cas d'usage un peu temps réel, donc d'intégrer des traitements au niveau de cette plateforme-là. En termes de traitement, tu as aussi tout ce qui va être, j'ai une donnée qui arrive, donc par la brique de collecte, elle est chiffrée, elle est issue de plein d'objets différents, disparates au niveau du terrain. Nous, derrière, on est capable de mettre tout un système de format de pivot, de choses comme ça derrière, pour être capable de leur donner un langage, entre guillemets, commun, pour ensuite les stocker, les intégrer de la bonne façon, au bon endroit derrière. Donc cette brique de traitement-là, elle est autant sur la partie rendu métier, parce qu'ils ont besoin d'une information très rapide. On n'a pas envie que ça passe par une brique big data pour que ça revienne, etc. Mais on le traite directement. On le met tout de suite à disposition d'un applicatif via une de nos sorties, que ce soit API ou flux temps réel. On le verra un petit peu tout à l'heure. Et on intègre tout ça en fait dans cette brique de traitement. Après, je suis d'accord avec toi. Hein. Ici, on est vraiment sur le socle. Si on n'entre pas dans... Enfin, là, je n'ai pas présenté, c'est de la partie edge computing avec le traitement au niveau des objets directement dans l'usine, comme tu en as parlé. C'est vraiment la partie, la platine Parform. Est-ce que ça répondait Oui, ça répond. J'avais désactivé. Ok. D'accord. Oui, Clément Non, mais c'était pour faire la synthèse. Ce qu'on met dans le socle de traitement, c'est effectivement des traitements simples qui sont très orientés IoT. Et les traitements qu'on pourrait retrouver dans les verticaux, c'est des traitements beaucoup plus complexes, mais parce qu'il y a beaucoup plus de données analysées. Et ces verticaux vont acquérir de la donnée IoT, mais généralement pas que. On va aussi avoir des données beaucoup plus enrichies de référentiels ou de données, par exemple, sur des CRM par rapport à de la vente ou par rapport à des usages. Tout ça va être agrégé au niveau de la verticale et un traitement un peu plus big data IA pourra être réalisé. Mais dans notre socle, on a toujours besoin d'une couche simple de traitement pour pouvoir décoder l'information et en restituer une information interprétable. Ok, non, je comprends. Merci. C'est Stéphanie Poudrou, là. Oui. Ouais. Du coup, en fait, j'ai un vieux passé Volvo, là, donc niveau usine. Du coup, je me souviens des couches de virtualisation qu'on mettait dans les modèles MES sur les équipements, en fait. Là, on n'est pas sur les équipements, on est sur des capteurs, mais bon, les messages sont un peu différents, etc. Mais cela dit, par rapport à une fonction la fonction de ce type de socle, je me dis qu'elle a sa place si on a effectivement, on lui trouve une valeur ajoutée. Et là, la valeur ajoutée, j'entends, c'est d'avoir des formats pivots, de récupération de données disparates, des choses comme ça. Et donc, vous avez réussi à vraiment montrer une valeur ajoutée à ce type de socle, en fait. Vraiment, vous lui avez attribué des fonctions et une position dans l'architecture globale, vraiment de consolidation, de mise au format commun. Et est-ce que vous avez vraiment identifié des formats communs par rapport à tous les verticaux? Est-ce que vous avez vraiment réussi à identifier un rôle, des formats, des traitements, des règles, des choses comme ça sur ce type de couche dans ce cas-là? Alors, attends, j'essaie de... Je peux répondre à la question si tu veux, Baptiste. Pas de souci. En fait, quand on parle IoT, la définition qu'on va donner d'IoT peut être très large et très variée. Ça peut être un petit capteur, on peut parler d'IoT, ou on peut même imaginer finalement qu'un train est un objet connecté et qu'un train peut envoyer beaucoup de données. Dans une industrie, dans une usine, on a aussi tout un tas d'équipements, d'assets industriels, comme des machines qu'on souhaiterait connecter, et on pourrait se dire que la machine est un objet à elle-même, en fait. Nous, l'IoT qu'on traite à travers cette plateforme, on est vraiment sur de l'IoT avec des capteurs autonomes qui vont envoyer une faible volumétrie de données. Et que généralement, ces types de capteurs sont assez standardisés en termes de connectivité et en termes de type de données qui sont envoyées, en termes de protocole. Et finalement, quand on se donne ces définitions de l'IoT, ou du moins ce périmètre d'IoT qu'on souhaite adresser, ça rend les choses
beaucoup plus simple en fait. Et c'est là où se dégage l'intérêt de cette plateforme, c'est de se dire, pour ce type d'IoT, au mieux de démultiplier les solutions et les plateformes qui peuvent être déployées au sein du groupe SNCF, on a un intérêt à mutualiser au moins les briques qu'on appelle les briques socles. Parce que pour connecter ce type d'IoT, on retrouvera toujours le même protocole de communication, de collecte. Les types de traitements qui seront réalisés seront toujours un peu les mêmes, des traitements simples où ça consiste à décoder. Donc, on a toujours un peu de code à faire qui va être propre au capteur, mais on va très rapidement pouvoir le mettre en œuvre. Le type de stockage, on est sur des petits volumes, donc les bases de données, c'est des petites bases de données, voilà. Et tout ça nous nous simplifie un peu la vie et donne l'intérêt de cette plateforme socle. Si demain, on souhaite connecter des automates qui sont connectés sur des protocoles type Modbus et qui envoient beaucoup plus de données, notre plateforme ne sera plus adaptée. Dans ces cas, on devra développer d'autres briques. Donc, toute la force, c'est vraiment de se dire peut-être sur tous les cas d'usage IoT qui peuvent exister à SNCF, au moins pour les cas d'usage de capteurs autonomes connectés en sans fil, on a une plateforme mutualisée sur laquelle on arrive à rationaliser les investissements et faciliter finalement le ROI pour ces cas d'usage. Ok, c'est très clair. Merci bien. Ça fait une bonne transition par rapport au slide d'après, justement, qui reprend un peu ce que vient d'expliquer Clément également, c'est-à-dire que cette plateforme-là, elle se veut d'abord et avant tout très forte en fait sur ces parties core d'IoT. Donc, on va parler de l'IoT, les objets communicants. Là, on est sur ces types-là. On veut se concentrer sur quelque chose qui soit justement fiable, performant, sécurisé, qui puisse évoluer pour suivre en fait les différentes évolutions du marché et des cas d'usage côté SNCF, et une plateforme qui soit également très interopérable pour pouvoir transmettre les données ou les agréger depuis des sources diverses. Donc, il faut bien prendre en compte qu'en fait, ce socle technologique transverse, c'est pour ça qu'on insiste bien sur le socle. Il reprend avant tout toutes les fonctionnalités qui sont core, donc celles qui sont en rouge, qu'on quittait dans le schéma précédent. Et derrière, on y intègre au fur et à mesure des différentes applicatifs, différentes couches à valeur ajoutée derrière. Donc tout ce qui va être des IHM, donc on a une IHM, j'en parlerai un petit peu plus tard, sur cette plateforme-là, tout ce qui va être configuration à distance qui ont été intégrées, toutes les intégrations avec les plateformes de notification, etc. Ce qu'il faut retenir au global également là-dessus, c'est que du coup, on se base sur les technologies socle pass côté Microsoft Azure. On a autour de cette plateforme-là vraiment travaillé sur l'aspect méthodologie, robustesse de la plateforme, évolutivité, agilité derrière. On a mis également beaucoup d'énergie sur la partie supervision, que ce soit fonctionnelle et technique de cette plateforme et des IoT. Vraiment dans cette idée de faire quelque chose de transverse, de mutualisé, qui répondent aux enjeux principaux d'une plateforme. Et ensuite, on met tout ce qui est vertical en fait par-dessus. Alors, est-ce que je peux poser une question sûr. rapidement? Parce qu'on parle d'Azure et Oui. sans vouloir rentrer dans le comparatif Azure-Amazon, c'est juste, voilà, est-ce que vous avez été partie prenante dans le choix de Amazon vs Azure, ou est-ce que les choix étaient déjà faits? Et puis, quelle était juste la grande raison de Azure par rapport à Amazon? Alors moi, j'ai un bout de réponse, mais Clément aura la suite. Moi, vas-y, si tu veux commencer, vas-y, je te laisse. Non, mais pour faire la réponse assez simple, on va dire les experts et les experts et architectes ont clairement privilégié AWS pour la partie technologie. Après, le choix de la SNCF s'est porté sur Azure, dans une stratégie un peu plus globale d'avoir un ensemble de services chez Azure. On avait déjà la plateforme Big Data qui était chez Azure, et du coup, il était plus simple d'un point de vue contractuel de tout mettre chez Azure. Je vous cache pas que déjà 2 ans plus tard, on commence à se dire que finalement, ça aurait été bien chez AWS, et on est en train de reconstruire une autre plateforme Big Data chez AWS. Mais voilà, la décision, du coup, pour vous répondre, était plutôt d'un point de vue contractuel et mutualisation des investissements.
Merci beaucoup. C'est très intéressant. Du coup, j'en profite parce qu'un de mes anciens collègues de Volvo, là, ici, avec nous, et j'étais dans les opérations à l'époque et on était en train de regarder la plateforme ThingsWorks pour faire plus aussi vers du virtual manufacturing. Mais du coup, je me demande, puisque Azure était à l'époque choisi pour le big data, s'il y a un rapprochement de ce type qui pointe ou qui est déjà en place. Alors Marc, je suis désolée, t'as le pagaie, mais est-ce que tu as vu ça ThingsWorks, c'est passer? la solution PTC? Oui. C'est une question pour nous, Tu l'as Stéphanie vu ou... passer. Non, c'est pour mes anciens collègues de Volvo qui sont D'accord. là. Parce qu'on Non, comme il y avait de l'Azure et qu'on était sur PTC aussi côté Manuf, et justement aussi potentiellement sur de l'IoT, je ne sais pas ce que c'est devenu. Est-ce qu'il y a eu un rapprochement ou est-ce qu'il y a toujours deux options qui sont censées discuter? Je ne sais pas si Marc, tu as l'info, par on exemple. a gardé ThinkWorks on-premise pour le moment D'accord. et on utilise Azure pour tout ce qui est stockage de données. À côté de ça, on se laisse la possibilité d'utiliser les solutions cloud PTC. Ok. D'accord, donc il y a encore les deux options, il n'y a pas encore de mutualisation. Il y a eu un gros travail de POC sur PTC. Donc, ok. Merci Marc. Ça me fait l'occasion d'échanger 2-3 mots. Très bien. Du coup, j'enchaîne. Alors là, n'ayez pas peur quand je vous montre le slide, je vais essayer de l'expliquer. Ok, c'est sur la partie architecture. En fait, j'ai mis un premier slide là, donc je vais highlighter certaines parties. On avait discuté d'orienter aussi le discours sur la partie architecture. Donc là, j'ai mis le schéma architecture en fait plutôt fonctionnel. On n'est pas descendu trop bas de la plateforme en tant que telle. Et je vais essayer de vous highlighter quelques points à regarder pour que ce soit commenté. Première partie, du coup, première chose à retenir, en fait, on en a parlé plusieurs fois au niveau de la plateforme, c'est un appui fort en fait sur les offres IoT du socle PaaS de Microsoft. Donc l'idée, c'est de récupérer en fait les différentes briques, les différents services côté Microsoft pour les agréger ensemble et construire à partir de là la plateforme. Donc c'est un socle en fait qui est complètement APIisé. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il est APIisé, j'ai envie de dire, de bout en bout, que ce soit pour nous, notre gestion interne, ou bien le côté client. C'est-à-dire que côté administrateur IoT, on a toute la gestion en fait de la plateforme, donc que ce soit la création de projets, la modélisation des objets, tout ce qui va être lié au référentiel des objets, référentiel utilisateur, etc., qui sont gérés depuis, qui peuvent se gérer depuis l'API back-office. Donc nous, à côté de ça, on a mis une IHM qui pilote l'API parce que c'est beaucoup plus simple d'un point de vue acte d'administration, mais c'est quelque chose qui est derrière une solution API. De la même façon, côté client, tout ce qui va être pilotage en fait et alimentation de ces objets IoT ou alors utilisation des différentes données IoT se fait à travers des accès également côté API. Voilà, donc premier point important là-dessus à garder en tête, c'est par rapport à l'interopérabilité dont on parlait tout à l'heure, par rapport à tout ce qui est administration, sécurisation de la plateforme, on utilise également des API derrière. Donc j'utilise le terme API de façon générique, hein. Ce n'est pas des API qui sont ouvertes et disponibles comme ça, il y a tout un système de sécurisation derrière, mais en termes de flexibilité et d'accès, c'est ce qu'on avait, un parti pris qui avait été pris. De la même façon, hein, je vous parlais tout à l'heure de la brique donc, qui est dans le carré rouge que vous voyez sur la gauche pour la partie over the air, donc la mise à jour, la configuration des différents systèmes embarqués, les balises, les objets ou les produits pour utiliser le vocabulaire de tout à l'heure. On a également mis en place un système d'API où l'objet, à travers cette API-là, se connecte pour récupérer une mise à jour s'il en a besoin ou une configuration. Donc là, on commence à toucher du doigt tout ce qui va être digital twin, jumeaux numériques au sens large pour la modélisation en fait des objets. Et donc pour la configuration à distance, on utilise également une partie en fait de ces fonctionnalités. Autre point à regarder, du coup, qui sera en haut à droite, de la même façon par rapport à ces principes-là,
dans tous nos actes, en fait, pour préparer et planifier les migrations depuis l'ancienne plateforme. On utilise aussi tout un jeu d'API pour ensuite rentrer dans notre plateforme. Donc, pour migrer, que ce soit le référentiel objet, les données, les différentes règles métiers appliquées sur les IoT, c'est l'interface qui est là-haut, qui met en place cela et qui prépare en fait la plateforme à recevoir les anciens cas d'usage, qui transforme en fait à la volée le modèle de données, le modèle des objets, pour le faire rentrer dans un paradigme du nouveau socle. Voilà, donc on a changé en fait toute la modélisation des objets, des familles d'objets, des assets, etc. Et du coup, on gère ça par rapport à une API derrière qui fait tout ce travail-là de façon automatisée. C'est chouette ça, c'est assez magique. Ouais, c'est vraiment pas si simple en fait. C'est beaucoup plus Bah non. simple quand je l'explique, mais à mettre en œuvre, il y a énormément de cas et c'est un outil en fait qui est le plus général en fait possible et qui en fait est complètement customisable derrière pour assurer qu'on prend également tout le spécifique de chacun des projets. C'est-à-dire que côté SNCF, il y a énormément de projets différents avec énormément de développements spécifiques qui ont été réalisés. C'est ce qu'expliquait Clément tout à l'heure dans l'introduction. Hein. C'est que la plateforme précédente, elle n'a fait que grossir par rapport à de l'ultra spécifique. Et en fait, on perdait en fait ces gestions-là. Elle n'était pas faite pour ça. Ici, on est sur un autre paradigme, mais on a besoin quand même de garder ce spécifique qui a été créé pour un client. Tout d'un coup, on ne peut pas lui dire, bah non, vous faites une croix sur 5 ans d'historique ou des choses comme ça. Donc, ouais, c'est quelque chose d'assez gros derrière, mais ça fonctionne et du coup, c'est Vous plutôt êtes quand très même bien. rentré dans un modèle un peu générique. On a essayé, en fait, justement, au niveau des objets, en fait, de pouvoir remodéliser à différentes couches, en fait, de niveau, un cas d'usage au niveau d'une gare, qu'est-ce que ça représente également, qu'est-ce que représente un asset IoT, qu'est-ce que représente un objet, qu'est-ce que représente le capteur, et comment tout ça, ça permet de s'intégrer pour faire en sorte que demain, ça fasse un système, un tout commun, mais aussi que ce soit par rapport à tout ce qui est facilité de développement, réutilisation, etc., tout ce qui est définition en fait d'une gare, si on lui met un certain nombre de propriétés, hein, je ne vais pas forcément entrer dans le détail, mais tu définis une gare avec un certain nombre de priorités, une gare au final, qu'elle soit pour SNCF Réseau ou SNCF Mobilité, 99% d'une gare, ça représente la même chose. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, chacun des projets, on est capable de réutiliser ce modèle pour implémenter beaucoup plus vite le projet, puisqu'une gare, en fait, on utilise la même chose. Si on utilise une gare différente, eh ben, on créera un objet gare un petit peu différent qui lui-même sera peut-être partagé par 2 ou 3 entités qui permettra d'être un accélérateur derrière. Et on fait ça, en fait, sur chacune des couches du modèle objet. Bon, je n'avais pas prévu de parler dans le détail du modèle objet, ça pourrait être le coup d'en reparler juste un peu tard, mais il y a pas mal de choses là-dessus. Non, mais tu fais bien, il y a un gros travail qui a été fait sur cette représentation, voilà, le modèle objet derrière, les IoT, qu'est-ce que ça représente sur le terrain. Donc, c'est bien que tu en parles, comme ça me permet d'en parler un petit peu. Autre carré qui est apparu sur le côté, hein, on parlait tout à l'heure de restituer la donnée. Alors nous, comme disait Clément, l'idée, c'était pas de fournir dans un premier lieu au niveau de la plateforme des IHM qui soient, je dirais, des grosses IHM avec énormément de capacités de personnalisation, etc. Ce n'était pas le cœur en fait du socle IoT. Pour autant, on s'est bien rendu compte par rapport aux différents cas d'usage qu'on a besoin en fait de cette couche d'IHM pour pouvoir mettre des projets à destination de nos clients, ne serait-ce que pour qu'ils visualisent un certain nombre de données. Tous les programmes n'ont pas de plateforme, de data vis qui sont propres. Hein. Il y a pas mal de projets avec des technicentres, par exemple, qui n'ont pas forcément vocation ou même les moyens de développer leurs propres interfaces. Et donc, en fait, on a repris une première couche d'IHM sur une base d'un logiciel open source qu'on a réintégré au sein de la plateforme, qui permet en fait de façon très rapide de pouvoir en fait mettre à disposition d'un client une première couche d'IHM pour piloter les grands sujets, en fait le pilotage de ces objets, ajout, suppression, des flottes, etc. La consultation en fait de ces données IoT, donc que ce soit des données qui soient historisées, que ce soit des données qui soient de la journée, enfin voilà, tout ce type de données-là.
Et en fait, ce qu'on a mis derrière, c'est d'être capable, en quelques clics, de mettre en place une IHM. C'est-à-dire qu'on peut déployer une IHM sur n'importe quel projet sans pour autant relivrer l'applicatif. C'est complètement décorrélé. Et ces IHM-là, en fait, se basent sur les API qu'on a mis en place au niveau de la plateforme. C'est peut-être un petit peu dur à comprendre comme ça facilement, mais l'idée, c'est de se dire, on voulait être capable de répondre à un besoin d'IHM sans que ce soit trop lourd de notre côté à mettre en place et que ça puisse se faire de façon presque instantanée pour le client en lui définissant le périmètre de son projet. On a tout un système de templates qui tourne derrière pour être capable de sortir une IHM qui soit efficace et qui puisse sortir rapidement. Mais on est du coup sur quelque chose qui est plus standardisé. On va avoir un certain nombre de fonctionnalités dans nos templates qu'on va donner aux clients, mais on ne va pas aller dans la personnalisation très haute en première instance. Voilà, il faut vraiment se dire que c'est une offre qui est mise en place pour un premier niveau d'IHM, mais pas quelque chose qui permet de faire de l'ultra personnalisation. Je garde une petite parenthèse là-dessus parce qu'on en parle juste après de la suite. J'ai remis ici, donc en bas à droite, j'en ai pas mal parlé tout à l'heure, à savoir que oui, on a une API qui s'appelle API Data d'ailleurs, côté applicatif client, pour venir récupérer, quand il le souhaite, des données sur la partie data, ces données IoT pour les consommer ou les récupérer chez lui. Mais derrière, on s'est dit, oui, mais c'est pas vraiment ça la puissance de la plateforme. La puissance de la plateforme, c'est d'être capable de gérer également tout ce flux-là, tout ce flux de données IoT de façon temps réel et d'être capable de le restituer à même mesure que nous, on le reçoit. Par rapport à nos enjeux de performance, etc., on est capable de mettre en place en fait, nos technologies pour quand une donnée IoT arrive, avec peu de traitement nécessaire, donc on rentre peu dans la partie processus, dont on parlait tout à l'heure, par exemple, traitement, de la restituer en fait dans tout un système de flux temps réel. Donc basiquement, on va utiliser tout ce qui est Event Hub, Service Bus derrière pour remettre à disposition ces données-là au niveau d'un applicatif. Par exemple, une application qui a des capteurs qui communiquent toutes les secondes, donc on va avoir 1000 capteurs, 1000 messages par seconde. Une API pour lui faire récupérer systématiquement toutes les secondes 1000 requêtes, c'est pas forcément la meilleure chose. C'est plus efficace, plus stable, plus pérenne d'utiliser ces fils-là, IoT de temps réel, en fait, qui vont pouvoir stacker l'ensemble des messages et qui vont pouvoir être récupérés à la fin de la journée, par exemple, d'une seule traite. Beaucoup plus efficace, beaucoup moins risqué d'un point de vue opérationnel. Pour les clients, ils peuvent venir les chercher quand ils le souhaitent. Donc, je parle de maille de la journée, on peut parler de n'importe quelle maille qu'on met à disposition. Dernière brique aussi que je voulais mettre en visibilité, c'est celle que vous voyez là au milieu, le dernier carré rouge qui est apparu, avec le processing projet. Pourquoi je l'highlight là? Parce que c'est quelque chose d'important en fait dans cette nouvelle plateforme-là par rapport à la précédente et ce qu'on peut trouver en fait sur les plateformes agrégées du marché, c'est que derrière, quand toutes les informations rentrent depuis tous les objets du terrain au niveau de l'IoT Hub, en fait, nos briques de processing, elles sont divisées en deux parties. La première partie, c'est sur des fils Event Hub et Service Bus, également ici, d'être capable en fait de mettre à disposition d'un projet sa file d'attente de messages. Ce qui veut dire qu'il peut venir les traiter dans l'ordre qu'il souhaite, un par un, basiquement. S'il y a des problèmes, il est capable de revenir sur les différents messages pour les réintégrer derrière. Et en fait, tout ça, c'est mis en place pour chacun des projets. Tout le processing qu'il y a derrière, pareil, est dédié à chaque projet. Pourquoi on fait ça? On fait ça pour faire en sorte que si jamais un des projets pose problème ou un des composants, une des fils Event Hub pose souci, en fait, ça n'impactera que le projet pour lequel le composant est tombé. Ça n'impactera pas l'ensemble de la plateforme. Tous les autres projets pourront continuer à vivre et à travailler comme si de rien n'était. Ils ne seront même pas au courant, ils ne se rendront même pas compte qu'il y a un problème au niveau d'un autre projet. Ça, c'était une remontée de terrain, un retour d'expérience qu'on a pu avoir et on le divise en fait sur cette partie-là. Donc, chaque projet dispose de sa propre chaîne de traitement bout en bout au niveau de notre plateforme. Voilà quelques informations que je vais vous passer dans ce schéma un peu macro d'architecture. J'espère que je ne vous ai pas, je vous ai pas assommé d'infos.
Je voulais quand même mettre ce schéma-là pour montrer en fait qu'au-delà de ce qu'on explique, il y a quand même un vrai travail de réflexion, de segmentation, un vrai travail d'architecture qui est à faire derrière une plateforme IoT. Et du coup, voilà, je voulais vous le mettre en visibilité. Je vois qu'il y a une main levée, une question. Ouais, si je peux me permettre, Julien Bertolini qui parle. Euh, J'avais vu que pour ce qui est supervision industrielle, vous utilisiez Panorama et du coup, je me demandais comment vous liez là cette plateforme Cockpit avec la plateforme Panorama, si vous faites des liens ou si vous fonctionnez complètement en silo. Alors moi, ce que j'ai en tête, Je vais oui, répondre, ok, si tu veux, Baptiste. vas-y. Panorama, c'est effectivement l'outil de supervision qui a été choisi par la direction du matériel pour déployer les cas d'usage de supervision des installations outillages. Donc, c'est vraiment les machines-outils qui sont en Technicentre et pour pouvoir superviser leur état de fonctionnement. Globalement, toutes ces machines outillages sont connectées en filaire sur des protocoles Modbus et autres, mais on est vraiment sur une architecture, on va dire, de supervision industrielle qui est quand même assez différente de l'IoT. Et que globalement, toutes ces données remontent par le réseau privé de la SNCF jusqu'à l'outil Panorama. Donc là, on n'est pas du tout dans le volet IoT. Donc c'est pour ça que eIoT, cette plateforme, va être utilisée plutôt pour des capteurs qui vont pouvoir venir en complément de la supervision des machines. Par exemple, si on souhaite avoir très facilement la température d'un bloc moteur d'une machine et on souhaite superviser cette température et on ne veut pas aller chercher de la complexité, d'aller chercher l'information dans l'automate et compagnie. Donc là, on va plutôt choisir un capteur IoT autonome qu'on va venir, on va dire, installer directement sur le bloc moteur. Et là, on récupère les données sur notre plateforme IoT. Et derrière, comment Panorama récupère l'information? Panorama récupère la donnée sur l'API générique qu'on a mis à disposition. Donc finalement, Panorama est une application parmi d'autres qui va venir consommer cette donnée IoT. Ok. Voilà, donc c'est pour ça que je dis c'est important de bien différencier les périmètres d'usage et de technologie. On va dire 90% en Technicentre, c'est des machines avec des automates qui envoient beaucoup de données. Panorama est bien la solution de bout en bout. Et de l'autre côté, on a cet IoT, ce petit objet, et donc on va venir connecter Panorama sur la plateforme qui va récupérer l'information. Très bien, merci. Et du coup, c'est Stéphanie là, qui, de nouveau, du coup, vous êtes obligé effectivement de fonctionner avec un modèle de votre environnement commun, enfin un modèle commun de l'environnement pour pouvoir connecter justement les données d'un capteur avec les données d'une machine ou d'un équipement qui est lui-même géré par ailleurs. Est-ce que vous êtes allé jusqu'à vraiment formaliser un modèle pas d'usine, de situation, un modèle, voilà, un jumeau numérique de votre setup, non? Non, on reste vraiment très simple. En fait, le modèle qu'on a, c'est un modèle à 2 niveaux. Tu me compléteras, Baptiste. On a le niveau objet, enfin du capteur, finalement le référentiel du capteur et le référentiel de la machine ou de l'asset industriel sur lequel est connecté le capteur. Et avec ces 2 niveaux, ça nous permet de traiter à date 98% de nos cas d'usage. En fait, tu as 2 niveaux, comme disait Clément. Moi, j'en rajoutais un troisième, plus dans le discours, qui était, en fait, tu as premier niveau qui sont les objets en tant que tels. Donc, vraiment, le capteur. Tu as un niveau qui va être ce que nous, on appelait l'asset, comme disait Clément. Donc, c'est par exemple un escalier mécanique qui est dans une gare. Cet escalier-là est composé de X, Y capteurs. Capteur de pression, capteur de sens, capteur de personne, capteur de ce que tu veux. Donc, un asset qui regroupe un à n capteurs. Et ces assets-là, en fait, les ascenseurs peuvent être donc corrélés entre eux. Donc, ascenseur dans la gare, escalier mécanique dans la gare, etc. Et après, tu as une vision qui n'est pas une vision avec une réalité physique du terrain, si tu veux, qui est un agrégat de tout ça, que moi, dans le schéma objet, j'appelais le groupe, qui là est plutôt un côté organisationnel. Donc, ce serait par exemple la gare de Lyon. Et dans la gare de Lyon, tu as un ensemble d'assets
un ensemble d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques ou de ce que tu veux, qui eux-mêmes sont composés de différents capteurs. Et du coup, en fait, tu peux agréger au sein d'une organisation des objets et des regroupements d'objets physiques. Alors dit comme ça, c'est peut-être un peu lourd, mais on avait un troisième niveau qui permettait de représenter une gare, si tu veux, ou un technicentre, ou un élément organisationnel dans sa globalité. Donc, c'est pas c'est pas une notion de jumeau numérique comme on peut le voir dans la presse, etc., puisque c'est pas une fonction physique, mais c'est un regroupement d'un autre niveau où on est capable ensuite de faire des agrégations. Par exemple, je voudrais avoir l'état de la température de tous mes ascenseurs de la gare de Lyon. Ça, je peux le faire. Également, je peux avoir un groupe plus haut qui est de l'Île-de-France. Et du coup, j'ai tous les capteurs de tous les escaliers mécaniques de toutes mes gares dans l'Île-de-France. Toi, tu peux faire des recoupements comme ça de couches. Et il y a 3 couches principales en fait qui permettent, via ensuite des agrégations de ces différentes couches, de définir des systèmes plus ou moins complexes. Ok. Voilà. Donc, c'est un premier niveau d'approche et c'est gentil parce que du coup, tu me refais en plus une transition. Donc, ça, c'est top. Ah, c'était pas préparé en plus. Je sais bien, c'est pour ça que ça me fait sourire. Sur justement, On est architecte, on n'est pas. avec Clément, mettre en visibilité en fait 3 justement challenges qui sont en train d'être relevés, qui sont les 3 objectifs, 3 parmi les objectifs de la roadmap actuelle, qui sont ici. Donc, le premier, c'est une nouvelle brique IHM. Bah oui, je vous ai expliqué dans le produit qui a été développé dans le cadre de cette mission-là, notre objectif principal n'était pas de réaliser une brique de DataVis qui soit ultra poussée. Donc, on est parti, comme je l'expliquais, sur quelque chose qui est des templates, où on est capable rapidement de déployer un premier niveau d'IHM au niveau des clients. En fait, ce qui a été vu, c'est que c'est très bien pour se mettre le pied à l'étrier, mais on a vraiment des clients derrière qui ont de faibles capacités, je ne vais pas dire ça, à se déployer eux-mêmes leurs IHM et des envies, des volontés d'avoir de l'ultra spécifique ou vraiment quelque chose avec un niveau de spécificité qui soit beaucoup plus poussé pour leurs usages. Donc vraiment quelque chose qui corresponde réellement à leurs besoins. Dans les courbes, dans les données qui sont agrégées, voilà, dans les données à transformer pour afficher en fait leurs données et piloter leurs IoT. Du coup, il y a un changement qui est en train de se faire au niveau de la plateforme, c'est de se dire, bah voilà, on va en plus, on va avoir une nouvelle corde qui est de une brique IHM beaucoup plus industrielle, beaucoup plus complète, qui va se développer pour justement répondre à ces enjeux-là au niveau des clients. Donc ça, c'est la première brique. La deuxième brique, du coup, est assez importante et comporte en fait deux statuts. C'est de se dire, on veut aller vers toujours plus d'efficacité, toujours plus de rapidité dans le delivery, que ce soit du socle ou que ce soit des projets. Oui, parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais le socle IoT tel qu'il a été construit, il peut très bien être utilisé, consommé tel qu'il est en mode SaaS dans les data centers de la dite Enovem, IoT, mais il peut très bien aussi être déployé dans une infrastructure Azure à côté. Et typiquement, dans le projet que j'ai pu suivre, on déployait en fait le socle IoT au niveau d'infrastructures Azure des SNCF Réseau, par exemple. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on voulait arriver, qu'on a réussi à mettre en place et que là, on veut développer encore plus, c'est d'être capable, en fait, de pouvoir déployer de façon continue, donc tout ce qui va être technologie DevOps, etc., mais aussi au niveau de l'infra du socle, pour qu'il puisse être déployé en un clic, directement sur n'importe quelle infrastructure. Donc Azure aujourd'hui, peut-être multi-cloud demain, on ne sait pas. Ce qui peut arriver, mais à minima d'avoir cette capacité-là de pouvoir redéployer le socle entièrement d'un endroit A à un endroit B de façon automatisée, donc avec tous ces systèmes d'intégration continue en fait de la plateforme. Donc ça, c'est valable pour le socle, donc je le disais, pour pouvoir l'installer dans un environnement qui n'est pas le nôtre, mais aussi pour pouvoir le mettre à jour, le faire évoluer. Je dirais on continue de plus avoir justement de problèmes de release, à se dire voilà, on a des releases de 2 semaines dans nos sprints et on ne peut pas déployer de composants d'évolution sur notre plateforme avant ces 2 semaines.
Bah là, c'est pas vraiment le paradigme qu'on a pris et c'est en train de se mettre en place. C'est d'être capable de pouvoir délivrer en fait quand on le souhaite et dès que quelque chose est développé, testé, validé, qu'il soit intégré en fait au niveau de la plateforme. Après, j'ouvre une parenthèse, il y a la question de c'est déployé et c'est mis en service, où c'est des choses qui sont différentes et on peut imaginer déployer quelque chose au niveau de la plateforme, de ne pas l'activer tout de suite parce qu'il dépend d'autres fonctionnalités et ensuite de ouvrir le package derrière et de le rendre fonctionnel qu'à un certain temps, mais au moins on intègre au fur et à mesure dans la plateforme, ce qui permet de pouvoir la tester, vérifier la robustesse à chaque fois, les non-régressions, en fait, dans le cycle de développement de l'application. Et pareil, en fait, au niveau des projets. On parlait tout à l'heure des verticales et autres derrière. L'idée, c'est d'être capable de se dire, en parallèle que l'on fait évoluer les socles, on est capable de faire évoluer les projets. Et dès qu'un projet est prêt à être mis en production, on n'a pas besoin d'attendre le déploiement de la nouvelle version du socle. Vu que tous les composants s'intègrent automatiquement, tous les projets peuvent être déployés au même rythme. Et en fait, on casse un peu plus la rigidité pour tendre un peu plus vers l'agilité. Voilà, c'est un peu ça les objectifs qu'il y a dedans. Donc, beaucoup de travail sur la montée en compétences, sur le recrutement de personnes qui, au sein des équipes IoT, ont justement ces skills et ce mindset-là d'intégration continue pour continuer à faire évoluer ce socle-là. Et du coup, troisième objectif, donc merci à Stéphanie, sur aller plus loin sur la technologie des jumeaux numériques, donc digital twin, pour être capable justement d'aller de façon d'aller un peu plus loin sur cette partie digital twin, d'avoir un modèle objet qui est en sans cesse évolution, qui peut aller beaucoup plus loin que les 3 niveaux dont on parlait, qui permet de modéliser des choses plus complexes directement. Et du coup, là-dessus, il y a aussi pas mal d'outils et de services côté Microsoft qui sont utilisés. Donc, à regarder ce qu'on peut en faire, si ça a un intérêt pour la plateforme et de le mettre en œuvre dans la plateforme. Yes. Voilà dans l'idée ce qu'on voulait vous montrer. Donc, c'est forcément un petit peu macro. On n'a pas forcément vocation à aller dans l'ultra détail de ces sujets-là. Au niveau de la plateforme, moi, je voulais quand même vous parler du chantier refonte du delivery. Je vous en parlais en introduction. C'est important de bien garder en tête que on change de plateforme, on est sur un paradigme, un mindset qui est complètement différent par rapport à ce qu'on avait avant. Du coup, au niveau des théories, on a été obligé aussi de se transformer dans nos processus de delivery pour suivre en fait nos volontés d'intégration continue, développement continu, de système de vertical, etc. Donc là-dessus, un petit slide rapide pour expliquer que durant la mission, on a aussi couvert le périmètre d'avant-vente, de spécification, de réalisation. Comment pouvoir mieux détecter, mieux cadrer en avant-vente ce qu'on va mettre en place, avoir un chiffrage qui est beaucoup plus proche de ce qu'on est capable de réaliser. Derrière, d'avoir des spécifications qui sont vraiment telles qu'on l'attend en fait dans le cadre de notre socle IoT pour pouvoir en réalisation avoir quelque chose qui soit maîtrisé et avoir un meilleur engagement vis-à-vis de nos clients dans la réalisation de leurs différents projets. Et donc derrière, il y a quelques exemples en bas de visuels en fait qui ont été réalisés. Donc on a travaillé notamment aussi sur l'outillage qu'on a nous dans l'équipe pour nos projets, donc sur les différents outillages qu'on met en place, sur les différentes phases avec qu'est-ce que c'est cette phase, qu'est-ce qu'on doit y faire, quels livrables sont attendus dans cette phase, etc., jusqu'au processus pour dérouler chacune de ces phases. Voilà, donc vraiment pour aller jusqu'au bout et de se dire, on a ce nouveau socle-là, mais pour l'utiliser au maximum, il faut aussi transformer nos métiers au quotidien et les faire de façon un petit peu différente, pour que ce soit pour garder ces enjeux qu'on s'était fixés. Il y a tout le périmètre du run, c'est hors périmètre de ma mission, mais ça a été mené également par les équipes de run et ops sur leur sujet, mais du coup je ne le mets pas en visibilité ici, mais bien entendu que sur le run de la plateforme également, il y a tout un gros travail qui a été réalisé. Et là, sur cette phase, vous avez pu réutiliser des process de gouvernance qui existaient peut-être déjà, from scratch. Enfin, je pense que ça devait déjà exister un petit peu les outils, les engagements de livrables, les process. Alors, en fait, un petit peu des deux.
On s'est basé sur ce qu'on a en fait au niveau du groupe à disposition en termes d'outils. Donc, tout ce qui est Teams, les Confluence, les Jira, etc. L'outil également de reporting, donc, qui s'appelle TimePerf, pour suivre en fait tout ce qui va être imputation des différentes équipes et de pouvoir assurer en fait un lien entre tous ces outils pour avoir une meilleure gestion du capacity planning des équipes, pouvoir mieux se projeter quand on va en avant-vente définir un planning d'utilisation pour un client, tu vois, ce genre de choses. On a besoin en fait d'avoir tous ces outils-là en main et qu'ils soient maîtrisés pour qu'on puisse mieux s'engager, si tu veux, sur ces sujets-là. Après, bien sûr, il y a l'état de l'art que tu vois à droite à gauche, la gouvernance parfaite sur le papier. Là, l'idée, c'était pas de tendre vers cette utopie-là, c'était bien entendu de regarder par rapport à la typologie de clients qu'on a, par rapport à la composition de nos équipes, par rapport aux enjeux en fait de nos clients, de construire ce processus basé en fait là-dessus. Donc c'est pas quelque chose que tu vas réappliquer en copier-coller en fait dans toutes les situations. Les principes, oui, mais dans la réalité, le typologie des livrables, voilà, tu as toujours de la maille spécifique en fait qui va rentrer dans les sujets. Oui, donc vous avez réutilisé certainement des process existants et vous avez spécifié par rapport au contexte de la plateforme IoT, c'est ça? Oui, on en a rajouté d'autres, supprimé certains, modifié dans le contenu d'autres. Ouais, on est vraiment parti photo d'aujourd'hui avec une analyse de ce qui va, ce qui ne va pas, les points de tension, les goulots d'étranglement, etc., versus le mindset et ce qu'on avait et les ambitions qu'on a au niveau de cette nouvelle plateforme vis-à-vis des engagements côté client également. Mis tout ça dans la moulinette pour sortir ce qui nous semblait être une première itération, en tout cas, de cette nouvelle organisation. Et comme je dis, pareil, ça ne fait que vivre et s'améliorer, se modifier au fur et à mesure en fait que les projets avancent, que l'organisation avance, que la plateforme évolue. Bah, tout ça en fait est fait pour être transformé, être mouvant. Justement, je te repasse la main, Clément, une petites illustrations des projets. Oui, donc effectivement, concrètement, cette plateforme a été développée courant l'année 2020 et en fin d'année 2020 et 2021, on a mis en place un certain nombre de projets. Donc à date, on est sur 7 projets en production et 10 000 à peu près, environ 10 000 capteurs de connectés sur cette plateforme IIoT. Donc, je vous avais parlé en introduction de 100 000 capteurs envisagés. On en est loin des 100 000. On est voilà, sur 10 000 capteurs, mais ce qui est déjà pas mal étant donné la diversité de cas d'usage traités. On disait la SNCF, un grand groupe, il y a beaucoup d'activités à la SNCF. Principalement, on a l'activité en gare. Donc, c'est ce que j'ai indiqué, la supervision en gare. On est sur des sujets de supervision des élévatiques, à savoir les escaliers mécaniques et les ascenseurs, principalement. Donc, sur un sujet dès qu'un escalier ou un ascenseur ne fonctionne plus, ça envoie une alerte sur la plateforme IoT et ça avertit les opérationnels en gare via des ordres de mission ou des SMS. Donc, on a toute la partie gare. La partie réseau, donc de pouvoir déployer des IoT sur le réseau. Donc la supervision du réseau, là on a par exemple déployé des IoT sur les appareils de voix et les aiguillages pour pouvoir représenter les positions des différentes aiguillages sur les voies de service. Donc ce qui permet d'avoir une représentation sur une IHM, sur un terminal mobile, de où sont garés finalement les différents trains sur les voies de service en fonction de la position des aiguilles. Donc, ce qui est pratique pour tout ce qui est manœuvre. Donc, on a la partie réseau, on a la partie forcément train, donc ce qu'on appelle le matériel roulant. Là, sur le matériel roulant, on est sur des usages autour de ce qu'on appelle le télédiagnostic et la maintenance prédictive. Ces IoT, on les déploie dans le matériel roulant. On a mis en œuvre un gros projet là, avec 6000 capteurs qui sont déployés sur les trains corail et qui permettent d'avoir des informations complémentaires sur le fonctionnement du train.
Donc ce capteur, hein, cet IoT, va aller récupérer des données électriques sur différentes fonctions du train, par exemple les ouvertures des portes, on va avoir les climatisations, on va avoir la température à l'intérieur des différentes voitures. Et toutes ces données sont collectées via, sont captées via des capteurs, d'ailleurs qu'on a développé un capteur spécifique pour le matériel roulant, connecté sur des réseaux opérateurs publics. Donc en l'occurrence chez Obgenius et chez Actility. Et enfin, traité sur la plateforme. Donc toute l'analyse et l'information qui est liée par exemple à un dysfonctionnement va être traitée sur la plateforme. Donc ça, l'intérêt de ces IoT va être de gagner du temps. C'est-à-dire que l'information de dysfonctionnement d'une fonction sur un matériel roulant va pouvoir être remontée au technicentre, au centre de réparation des trains, pour qu'ils aient connaissance de ce dysfonctionnement. Quand le train arrive, finalement, ils sont déjà prêts à intervenir sur la pièce, sur la fonction du train qui est déjà en panne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se déploie massivement à la SNCF. Après, le stade suivant va être finalement avec de l'intelligence artificielle, des algorithmes, de pouvoir prédire les pannes. Pour pouvoir prédire les pannes, là, on sort un peu du domaine propre de l'IoT ou de la définition de l'IoT. On va aller chercher des données beaucoup plus enrichies au sein des différents automates et de l'intelligence qui est embarquée dans le matériel roulant. Donc, c'est bien l'agrégation de toutes ces données, IoT plus complémentaire de ces assets industriels qui envoient plusieurs données qui vont nous permettre derrière d'aller sur des cas d'usage beaucoup plus poussés. Donc ça, c'est toute la partie matériel roulant. On a la géolocalisation. Tous les équipements, toutes les voitures et les wagons sont géolocalisés sur des technologies GPS. Donc là, on déploie des balises GPS qui vont remonter l'information sur la localisation. Donc cette information arrive sur notre plateforme et on a développé du coup une IHM qui permet de la localiser sur le territoire national. Ça, c'est le matériel roulant. Et la troisième partie, donc les gares, le matériel roulant et les technicentres. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Donc sur la partie technicentre, il y a effectivement un programme ambitieux de supervision des technicentres sur l'ensemble des installations des technicentres. Donc on a au sein de la SNCF 39 technicentres. C'est plusieurs centaines d'installations à superviser. Donc ça, c'est ce programme usine du futur. Et pour le coup, l'IoT est utilisé pour des usages un peu complémentaires. Donc, on a déployé de l'IoT en technicentre, par exemple, pour pouvoir mesurer des niveaux de cuves, des mesures de niveau de fluide dans des cuves. Il y a des cuves en technicentre qui sont remplies de gasoil ou de sable, qui sont un peu les stations-service des trains. Et finalement, avoir une information sur le niveau de la cuve permet de savoir quand est-ce qu'il faut le remplir et de pouvoir aussi évaluer est-ce qu'on a assez pour pouvoir prendre en considération les trains en maintenance qui sont planifiés. Et ça, en fait, ces cuves sont assez vieillissantes, elles datent depuis un moment et elles n'ont pas finalement de l'intelligence embarquée. Donc là, l'IoT, c'est une super solution parce qu'on va mettre le petit capteur directement sur la cuve existante. Encore une fois, il est connecté en sans fil sur des protocoles très standards, qu'on récupère les données via des réseaux publics. Et à partir de là, on va pouvoir finalement ajouter cette fonctionnalité à la cuve qui n'était pas intelligente. Voilà, et enfin, du coup, juste chez Réseau, on a aussi mis en place des solutions de geofencing sur les chantiers de travaux. Donc là, c'est quand il y a des interventions de travaux, il y a une balise qui va finalement, par la localisation, générer une zone de sécurité autour d'un certain périmètre de cette balise. Et lorsque le train sort de cette zone de sécurité, la balise le détecte et va émettre une alerte au conducteur pour tout de suite arrêter la manœuvre du train. Donc là, on est vraiment sur des sujets sécuritaires autour des engins de travaux. Voilà, donc du coup, c'est vrai que l'écosystème est très hétérogène. Il y a beaucoup de cas d'usage, que ce soit en technicentre, sur le matériel ou en gare. Les besoins sont assez hétérogènes finalement de l'un à l'autre, mais notre plateforme eIoT, de par sa conception de pouvoir connecter des capteurs qui envoient une faible volumétrie de données sur des protocoles de télécommunication très standards, nous permet finalement de
rationaliser déjà l'ensemble de ces usages, de pouvoir connecter ces IoT pour répondre à ces besoins. Ça ne répond pas à tous les besoins IoT et tous les besoins de supervision du groupe SNCF, mais ça permet à son échelle et sur son périmètre de pouvoir avoir une plateforme unique qui rationalise finalement les fonctions nécessaires pour traiter ce type d'IoT. Voilà en quelques Nickel. minutes pour vous donner un panorama global des cas d'usage qu'on a sur cette plateforme. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais ce n'est Ouais, pas l'objet d'aujourd'hui. On sent la passion qui est derrière. Merci, Clément. C'est très très passionnant, hein. Et c'est l'IoT aussi, c'est une technologie au final où il y a une notion de physique et d'objet déployés sur le terrain. Et qui dit terrain dit devoir aller à la rencontre des personnes qui vont exploiter cette donnée. Et c'est vrai que c'est là où on rentre dans les complexités et un peu les challenges du métier, de pouvoir discuter directement avec les entités métiers qui vont utiliser cette technologie. Et c'est ça qui rend vraiment intéressant et passionnant le sujet de l'IoT sur cet aspect physique terrain. Alors, Vous façon avez un de- beau terrain pour de la jeu conclusion. chez SNCF aussi. Vous avez un beau Et on a terrain un de beau jeu terrain, bien on a un varié. beau terrain de jeu passionnant. Mais on fait vraiment des choses sympas. Mais voilà, moi, en conclusion, je dirais sur l'architecture IoT, mon retour d'expérience, c'est qu'il n'existe pas une architecture unique IoT. À chaque besoin devrait se reposer la question de la bonne architecture, du bon capteur, de la bonne connectivité, de la bonne plateforme. Bien évidemment, il faut il faut arriver à rationaliser et massifier un maximum. Et cette réflexion de se dire, voilà, on se concentre sur une typologie d'IoT avec une typologie de connectivité nous permet déjà de pouvoir construire une plateforme mutualisée qui va répondre à ces cas d'usage et qu'on va pouvoir rationaliser finalement quand même les coûts et la présence de cette solution qui nous permet derrière de déployer des IoT et ces solutions beaucoup plus rapidement à présent, de pouvoir industrialiser les déploiements versus le début où à chaque fois on se reposait les questions des bonnes technologies. Clément, ça fait presque une introduction pour le prochain point qui aura lieu dans le groupe également sur le modèle économique d'un projet IoT. Ah, d'accord. Le 18 Très janvier. bien. Ok. Question épineuse. Ah oui, C'est ça. ça. C'est pour ça que finalement on va le traiter, et puis c'était voté comme étant un des sujets intéressants. Donc ouais, je profite peut-être de reprendre juste l'écran pour Bien sûr. remontrer les prochains rendez-vous. Et après, on pourra se laisser un peu de temps pour échanger pour ceux qui souhaitent rester, et puis ceux qui ont des impératifs à 14h.